Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Selon des chiffres officiels dévoilés récemment par la délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion, les prisons marocaines hébergeaient au 7 août 2023 plus de 100 000 détenus, alors que leur capacité carcérale ne dépasse pas les 64 000. Un chiffre appelé à augmenter à l'avenir, selon la même source, si les arrestations se poursuivent avec le même rythme actuel et si des mesures nécessaires et urgentes ne sont pas prises pour rectifier le tir. Fin de citation. Autre donnée importante, dévoilée par la même source, près de la moitié de ces détenus, 45%, purgent des peines d'un an ou moins. Pour alléger cette surpopulation carcérale et face au grand nombre de délits mineurs, l'exécutif, les magistrats et l'administration pénitentiaire se sont enfin résolus à envisager de recourir aux peines alternatives. Une première mouture de ce projet de loi a été validée le 8 juin dernier par le Conseil de gouvernement, mais des modifications ayant été introduites après concertation avec la présidence du gouvernement. Initialement prévue pour les peines ne dépassant pas 5 ans de prison, la nouvelle mouture du projet de loi prévoit principalement de réduire ce seuil à seulement 2 ans de prison. Pour en savoir plus sur cette nouvelle mouture du projet de loi 43-22, sur l'applicabilité de ces dispositions et pour un éclairage sur les raisons de la surpopulation carcérale au Maroc, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Adnan Debbar, politologue, économiste et chroniqueur. Adnan Debbar, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Merci, cher monsieur. On va commencer d'abord par essayer de comprendre les raisons de cette surpopulation carcérale. Pourquoi nous avons autant de prisonniers par rapport à la population, parce que j'imagine qu'il y a une moyenne, on va en parler, mondiale, qu'on dépasse allègrement. Tout à fait, tout à fait. Nous avons remarqué depuis quelques années, ce n'est pas récent, nous avons remarqué qu'effectivement la moyenne par 100 000 habitants de détenus était relativement élevée par rapport au voisinage, aux pays du voisinage, et même aux pays développés, de manière plus clair, on est maintenant, avec les chiffres que vous venez d'énoncer de la délégation générale des prisons, nous sommes à 100 000. Rapporté au nombre d'habitants du Maroc, 38 millions, nous sommes dans une moyenne de 260 détenus pour 100 000 habitants. La moyenne, oui, c'est assez élevé. La moyenne en Europe, dans les pays européens, c'est 100 par 100 000 habitants. Dans le voisinage, 120. Dans les pays qui ont une culture, disons, plus violente, plus autoritaire, comme la Turquie et l'Iran, nous sommes dans une moyenne de 260-270. C'est-à-dire que nous sommes comparables à ces pays, bizarrement. Oui. Il y a évidemment pire, mais ils ont des moyens beaucoup plus importants. La moyenne aux États-Unis d'Amérique, c'est 660 pour 100 000 habitants. Mais ils ont beaucoup de prisons. Ils ont beaucoup de prisons et on connaît la justice américaine. Il y a beaucoup de choses à dire et à redire sur la politique américaine. Alors, donc, le communiqué de la délégation générale de l'administration pénitentiaire, il cite un exemple. C'est eux qui le citent. Le nombre de détenus, par exemple, dans la prison locale d'Ain Seba à Casablanca, s'élève à 10 877 personnes, alors que la capacité d'accueil ne dépasse pas les 3 800 lits. Donc c'est le triple de la capacité. Population carcérale. Alors comment peut-on imaginer, il s'appelle l'administration de la réinsertion, ce n'est pas que... comment peut-on imaginer une quelconque réinsertion dans ces conditions, encore plus quand il s'agit de détenus mineurs ou bien de ceux qui sont enfermés pour des petits délits. Est-ce qu'il y a une politique de réinsertion? Est-ce qu'on peut parler de politique de réinsertion dans ces conditions? La surpopulation carcérale n'est pas un phénomène nouveau au Maroc. Oui. Il date de plusieurs années. Bon, l'avantage de ce communiqué, qui est tonitruant quelque part, c'est d'essayer de frapper les esprits. Oui. Et ça vient à point nommé aussi pour aider au passage de cette loi que vous venez de ce projet de loi, qui va peut-être avoir plus de facilité à passer au Parlement parce que il y a effectivement une sonnette d'alarme qui a été tirée. Oui. Messieurs, nous avons 100 000 détenus pour une capacité d'accueil de 64 000. Le compte est tout à fait facile à faire. Nous sommes dans un taux de remplissage de 150%. Donc, une situation qui est inquiétante et qui ne permet pas
de remplir la vocation première d'une incarcération, c'est-à-dire la réinsertion, préparer quelqu'un à retourner dans la société. Exactement. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Faisons la problématique. Est-ce que le Maroc a plus de détenus et pourquoi? Il y a des phénomènes qui peuvent expliquer ce taux relativement élevé de détenus par nombre d'habitants. C'est une certaine, disons, délinquance de pauvreté, oui. Délinquance de précarité, des frustrations que connaît la société marocaine, il ne faut pas se le cacher, et qui font que, il y a un certain nombre de déviances. Ces déviances trouvent en face une magistrature qui, peut-être, je pose la question et peut-être émet l'hypothèse qu'au lieu d'essayer d'avoir une approche proactive et de compréhension, recourt à la solution de la facilité de l'emprisonnement en attendant d'eux. C'est pour cela que vous avez cité le nombre de détentions en attendant un jugement qui est relativement élevé, je crois de l'ordre de 39 à 40% des détenus. C'est ça. C'est énorme. Et puis, il y a autre chose, du fait qu'il y a un nombre de détenus ou de délinquants importants, il y a le temps pris par la magistrature pour émettre les jugements, c'est-à-dire les retards dans le traitement des dossiers. C'est quelque chose qui est un petit peu inhérent à notre niveau de développement. Nous avons, il faut le dire aussi, un nombre de magistrats pas très élevé. Les magistrats travaillent, mais ils ne peuvent pas traiter 500 dossiers par jour. Oui. Ils traitent 40, 50 dossiers par jour et les autres attendront leur tour. Ils ont une culture qui est celle de notre société. Ils considèrent que d'abord la punition, c'est l'emprisonnement. Et il n'y a pas d'autre peur, d'autres peines alternatives. C'est très important. On va revenir à ce point. On va faire un peu de sociologie pour parler de la société marocaine, mais c'est très important. Alors ces chiffres, ils ont qui sont donnés. Il y a le mérite de la transparence. Oui. Ça, on est d'accord. Mais c'est totalement en contradiction avec le nouveau projet du Maroc, l'humanisation des prisons, qui était quand même prôné par Sa Majesté Mohamed VI. Il a fait beaucoup de choses dans ce sens. Son discours de 2009 est la nouvelle politique pénale du Maroc. Oui. C'est un projet qui est dans le tiroir depuis 2013. Il y a déjà eu une tentative, cette question de peine alternative, elle n'est pas native d'aujourd'hui. Oui. Il y a quelques années déjà, le Conseil national des droits de l'homme avait fait un document important où il disait, écoutez, il n'y a pas que la prison comme peine. Il y a d'autres peines qui méritent notre attention, c'est celle de ce qu'on appelle les peines alternatives, que ce soit des peines de travaux d'utilité générale ou une détention électronique, c'est-à-dire le bracelet, etc., des peines pécuniaires, etc., etc. Et ils avaient attiré cette attention. Bien sûr, il est dans son domaine, le Conseil national des droits de l'homme, parce qu'il voulait s'aligner sur ce qui se fait au niveau des prisons dans les pays développés. Il veut aligner notre système judiciaire sur ces pays parce que le Maroc, dans sa constitution, a dit qu'il allait opter pour les droits de l'homme comme internationalement reconnus. Mais est-ce que la société marocaine est à ce niveau de développement? Est-ce qu'elle est en capacité de comprendre ces peines alternatives? Est-ce que l'humanisation à laquelle vous faites allusion participe ou elle est un petit peu consubstantielle à notre culture? Nous sommes quand même fondamentalement une société musulmane qui encore croit au châtiment comme, disons, peine, qui croit beaucoup à la peine de mort. Je pense que sans vouloir trop m'avancer, dans la société, la peine de mort est majoritaire. Hein. Est majoritaire. La preuve, c'est qu'on est abolitionniste de fait, puisque ça fait mais on n'ose pas sauter le pas. Et puis on garde cette carte. Bon, maintenant, humaniser les prisons, essayer de trouver des solutions à une situation qui, somme toute, est très inquiétante. Oui. C'est-à-dire
Cela demande des moyens financiers. Oui. Bien sûr, un prisonnier coûte cher. Faire une politique pénitentiaire correcte, parce que nous avons oublié aussi de dire qu'il y a aussi un problème d'occupation. 100 000 pour quelle superficie de prison? C'est ça. Normalement, un prisonnier, c'est 9 à 10 mètres carrés. Ici, c'est autour de 2 à 3 mètres carrés. Oui, cette promiscuité, elle est responsable de beaucoup de problèmes. Une promiscuité, vous faites bien de le souligner, mais aussi mixité. On mélange les différents délinquants, les caractères différenciés. Avec des choses un petit peu plus, disons, dures. Et les tranches d'âge aussi. Effectivement, cela génère d'autres problèmes et d'autres... Parce que dans beaucoup de pays et d'exemples, l'emprisonnement, l'enfermement a montré ses limites. Il n'est pas efficace. Pire, au Maroc, il y a des cas, et même ailleurs, on ne parle pas que du Maroc, parfois la prison, au lieu d'être un moyen de réinsertion, devient une fabrique. Ce sont des criminels en devenir. On peut rentrer pour vagabondage à 10, 11, 12 ans, et puis c'est en prison qu'on fait sa véritable formation. Il faut s'endurcir, c'est un milieu sans pitié. Tout à fait, les chiffres sont éloquents. De toute façon, le taux de récidive, je crois, dans les prisons marocaines dépasse les 60%. Oui. Donc, c'est-à-dire la fonction première de ce que je dis n'est pas accomplie. Oui. Il faut voir autre chose. Maintenant, il y a cette proposition de peine alternative. Oui. La grande question, est-ce que nous voulons faire des peines alternatives pour vider nos prisons et rendre à la société une partie de ces délinquants? Oui. C'est la grande question. Ou nous voulons réellement nous embarquer dans les peines alternatives comme solution autre que l'emprisonnement et une manière d'aider et de prendre en charge un certain nombre de petits délinquants pour qu'ils se réintègrent la société d'où ils viennent. C'est ça la grande question. Parce que ce qui est avancé, ce sont deux raisons. Ils disent pour désengorger les prisons, déjà, en premier, et après, pour une nouvelle approche de la politique pénale. Désengorger les prisons, on peut en construire, c'est pas une raison, on peut en construire d'autres. Oui. C'est des bâtiments, c'est ce que du budget. C'est ce que font les États-Unis d'Amérique. C'est ce que font les États-Unis. Alors justement, dans ce qui a été retenu comme peine alternative, il y a les travaux d'utilité publique, la surveillance électronique, soit par bracelet ou pointage, et puis la restriction de certains droits. Pourquoi il y a eu tout un débat autour des amendes journalières. Oui, des peines pécuniaires. Oui, pécuniaires. Pourquoi elle n'a pas été retenue? Et est-ce que, à votre avis, c'était une bonne idée de ne pas retenir les parce amendes que quand on a parlé de peines pécuniaires, automatiquement, on a posé la question qui c'est qui pouvait payer pour sa liberté et celui qui ne pouvait pas payer pour sa liberté. Oui. Il y avait risque de discrimination, disons, de classe, entre guillemets, si vous parlez de sociologie, et que les plus pauvres ne pourront pas payer et les plus aisés pourront payer pour éviter l'emprisonnement ou l'enfermement. Mm-hmm. La question est beaucoup plus, je vous remercie de l'évoquer et de la poser de la sorte. Quand on dit est-ce qu'on va faire cela pour désengorger les prisons ou essayer de réhabiliter un certain nombre de personnes, les rendre moins déviants. C'est une grande question qui est posée à la société marocaine. Elle est posée à la société marocaine. Est-ce qu'elle a la capacité de reprendre ces personnes, de vivre avec ces personnes de la sorte? Nous avons un cas et qui est malheureusement doit susciter notre intérêt. Vous savez que nous avons vécu une période lors du Covid où des familles étaient obligées de vivre dans des espaces clos pendant une durée assez longue. Il y a eu beaucoup de problèmes. A grimpé. La violence, les divorces, les cas de divorce, on a atteint des chiffres qui ne se justifient pas par rapport à l'ensemble du monde arabe. On n'est pas unique, c'est-à-dire est-ce que la société marocaine est disposée à réintégrer, à vivre
ou essayer d'aider à ce que ces petits délinquants puissent reprendre leur place dans la société, ou bien... Sans les stigmatiser. Oui, ou bien elle a une attitude qui est un petit peu aussi la nôtre. C'est notre société, il faut le dire, de vouloir déléguer ces problèmes à l'État. Nous avons une petite délinquance, bon, il ira en prison et ça nous permettra d'être plus tranquilles. D'être plus tranquilles. Alors, un projet, c'est bien, sur le papier, ce qu'il propose. On a parlé de la société marocaine. Oui. Est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'elle n'est pas prête? Le changement de mentalité prend beaucoup de temps. C'est vrai qu'un projet, des lois, ça aide, mais ça prend beaucoup de temps. Mais là, sur le plan logistique et technique et des moyens, si jamais demain, parce que bon, le projet, il a été adopté en conseil de gouvernement, mais il doit... Pardon ? Il doit passer au Parlement. Absolument, son circuit législatif normal, l'approbation du Parlement, si jamais la prochaine session ou celle d'après, il passe. Est-ce qu'on a les moyens de l'appliquer ? Les moyens de l'appliquer, avant de parler peut-être des moyens financiers, de l'appliquer les moyens humains, c'est très important. C'est parler d'un projet qui, somme toute, il faut le dire, hein, c'est une réforme lourde pour la société. Ce n'est pas changer ou réformer un impôt. Oui. C'est quelque chose qui touche au plus profond de la vie sociale. C'est comme le code de la famille. Il a eu des difficultés à être appliqué malgré que nous avons eu des résistances dans la société. Nous avons eu des résistances même dans la magistrature. Oui. Et ça a été dit. Cette réforme doit avoir un accompagnement politique didactique. Voilà. Et elle doit avoir un accompagnement financier et logistique. Ce que votre question interpelle, une fois cette réforme passe, bien sûr, on aurait souhaité qu'elle puisse faire le débat, disons l'objet d'un débat national, pour que les gens puissent se dire, bon, il y a une responsabilité partagée entre l'État et la société. Et puis, il y a bien sûr tout ce qui est logistique et financier, c'est-à-dire faire des travaux d'intérêt général au public, comme faire une surveillance à caractère électronique, demande d'abord des responsables d'application des peines, des juges d'application des peines, ou des personnes pouvant assurer la surveillance 24 heures sur 24, de loin, essayer de placer les gens dans des travaux d'intérêt général, veiller à ce que effectivement cela ne soit pas une sinécure, mais des travaux d'intérêt général. Ce n'est pas quelque chose de facile, c'est-à-dire qu'il y a une administration à mettre en place, il y a toute une culture, et il y a ce qui est fondamental, c'est de considérer que ce n'est pas une manière d'éviter la prison, mais c'est une manière de réinsérer cet individu dans la société et que ce n'est pas une peine alternative uniquement à la prison, mais une peine que la société inflige à un individu, sauf qu'au lieu de l'enfermer, elle lui demande de remplir un certain nombre ou restreindre ses libertés. Oui, surtout que dans la nouvelle mouture, les années d'emprisonnement, enfin les personnes concernées, ça a été baissé à 2 ans. 2 ans. Et puis il y a des crimes qui sont clairement exclus de l'application des peines alternatives. Et la récidive. Il y a la récidive, il y a tout ce qui est lié au détournement de fonds, corruption, abus de pouvoir, crimes liés au trafic international de drogue et des psychotropes, crimes liés au trafic d'organes humains, l'exploitation sexuelle des mineurs. Bah, ça doit être l'exploitation sexuelle tout court. Je ne vois pas pourquoi ils disent des mineurs. Les viols. Parce qu'il y a beaucoup de pédophilie. Bah, les viols. Là, il faut discuter. Maintenant, avec la nouvelle culture, il faut l'intégrer. Il faut l'intégrer, parce qu'un mineur, oui, mais si une femme est violée, c'est pas très grave. Non, je ne sais pas. Pour moi, c'est grave. Mais c'est grave. Alors, et puis voilà, et puis le cas de récidive. Donc déjà, le périmètre, il est bien encadré. Ça veut dire que ce ne seront pas de grands criminels. Ça, c'est pour la société. Mais quand vous dites qu'il faut tout un travail de pédagogie, oui, parce en plus de la formation même des fonctionnaires. Il faut, dans ces réformes lourdes, que le politique, d'abord, parce qu'il lui appartient
de faire disons, ce geste ou cette démarche, d'emprunter cette démarche. Il faut que le politique, d'abord, ne se limite pas à confectionner une loi et dise maintenant je fais la loi et puis ça y est. Non, il faut qu'il prépare le terrain, qu'il explique à la population l'intérêt de la loi, qu'il la passe, qu'il lui assigne les moyens pour son application, mais au-delà de tout ça, il faut que les personnes chargées de son application et que la magistrature, dans ce cas de figure, puissent accepter ce genre de peine. Oui, parce que nous avons un problème qui est important et que nous l'avons vécu, et au risque de me répéter, c'est-à-dire quelquefois, les magistratures ne sont pas convaincues de l'efficacité de certaines réformes. Exactement. On va citer un exemple. L'exemple du mariage des mineurs. Parce qu'on a fait une loi et on a remarqué qu'après, le mariage des filles mineures a explosé. Ça a eu l'effet inverse parce que c'était laissé à la discrétion de la jurisprudence. Et ce qui était une exception est devenu une règle, les dérogations. Une loi, quand elle est mal appliquée, elle donne l'effet inverse. Il y a d'un côté, dans ce cas de figure, les magistrats qui ont un petit peu fermé les yeux sur cette question de mariage de mineurs, mais il y a aussi cette capacité de la société marocaine qui n'accepte pas certaines réformes à détourner la loi. C'est-à-dire, disons-le franchement, dans certains cas, on a vu des mineurs être violés pour justifier leur mariage par la suite, avec l'assentiment de leurs parents, ce qui est une véritable tragédie intellectuelle pour toute personne sensée. Que voulez-vous que... C'est pour cela que je suis de ceux qui disent... On va finir sur ça, Le politique, quand il initie ces réformes de société, qui sont des réformes lourdes, doit confectionner les lois. Il faut que ces lois soient bien confectionnées, ne laissent pas la possibilité à quelques petites failles à gauche et à droite. Faire un travail didactique, assurer le suivi, essayer de convaincre la société que c'est dans l'intérêt du pays, de la société de faire ça. En fait, on demande dans cette affaire aux politiques de faire leur métier de politique. Donc, il y a encore du pain sur la planche. Peine alternative, oui. Mais encore faut-il qu'il y ait les conditions nécessaires et que ce soit la société... Et il faut que la société soit consciente que c'est dans l'intérêt général de tout le monde. De tout le monde, de toute la société. Merci beaucoup, Adnan Debbar, pour cet éclairage. Merci, monsieur. Je rappelle que vous êtes politologue, économiste et chroniqueur. Merci, monsieur. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV.